tous, merci beaucoup de vous être connectés pour ce webinaire. Du coup, on va passer la prochaine heure ensemble avec notre invité Alexandre, que je vais laisser se présenter de lui-même tout à l'heure parce qu'il le fera mieux que moi. Moi, je voudrais vous dire un petit peu où est-ce qu'on est ici. On est chez Maestro. Maestro, c'est l'école du product management. Et pour ça, en fait, on offre des formations, une formation pour les product managers et une formation pour les product designers. Ce qui rassemble, ce qui est notre pédagogie, ce qu'il y a de commun entre toutes ces formations, c'est la répartition entre la pratique et la théorie. C'est-à-dire que chez nous, on croit vraiment que pour apprendre, il faut pratiquer, que pour acquérir des connaissances, acquérir des capacités, comprendre des mécanismes de réflexion, mettre en place des processus dans le product management, il faut s'y être frotté. Il faut avoir fait un peu des cas pratiques, des exos, avoir partagé avec des personnes dont c'est déjà le quotidien. Et du coup, pour ça, notre pédagogie, elle est basée sur 80% de pratique et 20% de théorie. Et 0% de bullshit, of course. Pour les prochaines formations, je vous donne un petit aperçu. On a du coup la formation pour Product Manager, elle est disponible en deux formats. Un format à temps plein et un format à temps partiel. Temps plein, c'est 7 semaines intensives. Temps partiel, c'est 14 semaines en cours du soir. Et 100% en ligne. Donc, peu importe si vous êtes à Bordeaux, Montpellier, Toulouse, etc., c'est possible de le suivre. Et pour les prochaines dates, donc vous les avez là, le 6 septembre pour la full-time, le 13 septembre pour le part-time. Et pour la formation Product Design, elle commence demain, donc on est super excités. Malheureusement, elle est complète, mais la prochaine, c'est le 6 octobre. Donc, si potentiellement vous êtes intéressé pour vous former sur le design, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Vous l'avez juste en bas de cette slide. Je vous donne tout de suite nos prochains rendez-vous. Donc, on essaie d'organiser un max de webinaires parce qu'on pense que c'est hyper important d'avoir ces temps d'échange et de discussion. Et en plus, quand on peut échanger avec des personnes comme Alexandre qui ont des expertises, qui ont déjà réfléchi beaucoup sur des sujets et qui peuvent nous les partager et nous donner un concentré de learning en 1 heure, on ne dit pas non. Et du coup, ces events, ils sont disponibles sur notre groupe Meetup que je vais vous envoyer dans le chat. Et ensuite, on a tous nos webinaires, quasiment tous nos webinaires qui sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. Et enfin, toutes les infos, elles sont sur le site internet johnmaestro.co si vous voulez aller en savoir plus. Quelques règles d'or. Pendant nos lives, on sait qu'il y a tous les types de profils. L'audience, elle est assez large. Il y a des gens qui sont product designer, product manager depuis 15 ans et des gens qui sont soit juste curieux et qui connaissent rien, soit qui sont juniors, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment d'échanger, de poser toutes vos questions. Un max, on dit toujours qu'il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, c'est un peu bateau, mais c'est vrai. Et n'oubliez pas d'aller de temps en temps jeter un petit coup d'œil dans la fenêtre sondage parce qu'on va vous mettre des petits sondages pour voter. Donc, c'est cool d'avoir votre avis. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'était pour la petite présentation sur où est-ce qu'on est. Et je vais donner la parole à Alexandre. Ah, trop cool. Adrien, promo 8. Yes. Hello, Yvan. Ok. Je vais partager l'écran, du coup. Yes. Oh oui. Ouais. C'est good. Ok, normalement, tout le monde voit là. Yes. Super. On va commencer directement. Donc là, on ne sait pas trop exactement les profils qu'il y a dans le webinaire, mais en réalité, on fait un peu tous du produit de près ou de loin. Et en produit, ce qu'on cherche à comprendre, c'est le pourquoi. Donc, on pose des questions. Et là, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on scrolle sans cesse et qu'on a du mal un peu à lâcher notre téléphone et que de temps en temps, on a ces moments de lucidité où on se dit, mais en fait, comment est-ce que ça se fait que j'ai passé 20 minutes à rien faire sur mon téléphone et où est-ce que j'en suis arrivé, quoi. Là, en 10 secondes, est-ce que vous pouvez mettre des petits trucs dans le chat en disant peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça, des idées que vous avez, quoi. Je vous ai mis un petit sondage si vous voulez très rapidement nous dire si vous savez pourquoi est-ce qu'on scrolle, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mécanisme, ou si vous ne savez pas. Moi, je vais le dire très honnêtement, je ne sais pas. Alors, hop, des petits trucs dans le chat ou pas du tout? Non, mais on a pas mal de gens sur le sondage et 80% qui nous disent qu'ils ne savent pas. Ok, il y a une personne qui a dit oui. Ah, trop cool. Il va recevoir une petite lettre de ma part. Donc, en gros, il y a une petite science derrière tout ça. Elle s'appelle la captologie. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler rapidement pour voir un peu ce qui se passe? Non, Adrien, jamais. Ok. Pierre qui est en train d'écrire. Dites-nous un petit peu captologie, ça vous dit quelque chose? Un peu pour Pierre. Ok, d'accord. Pas du tout pour Pénélope.
Bah, trop cool. Bah, on va présenter rapidement ce que c'est. En réalité, la captologie, c'est quoi? C'est le fait d'influencer les utilisateurs à travers les nouvelles technologies, le tout en se basant sur leur biais cognitif. Donc, dit comme ça peut paraître un peu sombre et vraiment manipulateur, mais en réalité, tout ce qui est intéressant, c'est le point de vue éthique. C'est-à-dire que si on souhaite répondre aux besoins de l'utilisateur, on peut utiliser ces biais pour l'aider, que ce soit dans la santé, l'éducation ou autre. Et on va voir un peu comme pourquoi. Donc, moi, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Alexandre Trigui, je suis product builder au sein du Lab d'innovation de Capgemini Paris. Donc, c'est l'Applied Innovation Exchange, c'est un réseau mondial, donc dans toutes les plus grandes villes du monde. Et moi, mon job, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est le client vient en fait au Fab Lab, on discute, c'est des entretiens utilisateurs pour voir un peu les pain points. Je les synthétise, on fait des user stories, on les priorise, on commence après à développer le MVP, donc Minimum Value Product, on présente au client et avec les feedbacks, on itère. Donc en fait, je suis un peu le mouton à 5 pattes puisque je suis sur chaque bout du développement, quoi, le double diamant et tout ça. Et là, mon but aujourd'hui, c'est de vous influencer un petit peu et de vous faire réfléchir autrement sur la manière dont les designs sont faits et comment est-ce qu'on peut utiliser la psychologie de l'utilisateur pour l'aider. Et pour ça, j'ai besoin de votre confiance. Et donc, j'ai utilisé là un premier levier, c'est l'argument d'autorité. En fait, même si on ne me connaît pas, on me connaît sûrement Capgemini ou Maestro ou peut-être le logo qui est en bas à gauche. Et ça me confère une sorte de légitimité. Donc, la confiance que vous avez dans ces entités, elle se transfère vers moi. Et à partir de là, je peux commencer à vous persuader. Mais l'autre question qui suit, c'est est-ce que c'est suffisant pour justement persuader quelqu'un? Parce qu'il manque un autre truc, la crédibilité. Et en fait, la crédibilité, comme le dit le scientifique B.J. Fogg, qui a justement créé toute cette science qui s'appelle la captologie à Stanford, il dit très bien que la crédibilité, c'est comme la beauté, ça dépend des yeux de l'utilisateur, du spectateur. Donc là, j'ai utilisé un deuxième levier pour justement mettre en avant cette crédibilité. J'ai mis en avant mon expertise. Quand je vous ai parlé de ce que je faisais, les étapes de développement et mon procédé, en fait, j'ai mis une sorte d'expertise perçue. Et cette expertise perçue, du coup, c'est la deuxième partie de la formule magique. Et la formule magique, c'est la confiance perçue. Donc là, on a utilisé l'argument d'autorité et l'expertise perçue avec qu'est-ce que je fais, comment, pourquoi. Et à partir de là, j'ai pu avoir une sorte de crédibilité. Donc cette crédibilité, en réalité, c'est ce qui nous permet de persuader quelqu'un ou d'aller dans un certain sens. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, bon, peut-être il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais c'est un peu ce qui s'est passé avec Elon Musk et le Dogecoin. Parce qu'en réalité, Elon Musk, OK, on a confiance en lui, il a créé Tesla, tout ça. Et en plus, il y a une expertise là-dessus, puisque Tesla, Boring Company, SpaceX et tout. Donc, on se dit que forcément, il y connaît quelque chose. Voilà, ça dépend. Hein. Ça dépend un peu. Quoi. Parce que la blockchain, c'est une certaine technologie et ce n'est pas forcément en rapport direct avec ce que se passe avec Tesla. Mais là, OK, on se dit, mais dans un cas concret d'une technologie, qu'est-ce que ça peut être? Donc là, je vais vous donner une histoire vraie. Donc moi, c'est pendant l'été, j'ai envie de partir un mois en Italie. Sauf que mon italien, il est assez limite. Pour le moment, je connais les différents types de pâtes, donc il y a de grandes chances que quand je vais en Italie, je me fasse arnaquer par un local si je veux loger chez lui. Quoi. Mais pourtant, je vais quand même prendre mon téléphone et réserver chez quelqu'un qui me paraît crédible et que je ne connais absolument pas. En fait, ça, c'est juste l'histoire d'Airbnb. Et Airbnb utilise tous ces arguments pour inciter l'utilisateur à louer ou à crécher chez quelqu'un d'autre. Ici, on peut voir que Quentin, imaginons Quentin qui se situe en Italie, a tout ce qu'il faut, puisqu'il a la preuve sociale avec les différents commentaires qui disent sûrement qu'il est génial ou autre, avec une expertise perçue qui revient avec les commentaires et une confiance perçue avec le super badge et tout ce qui est conféré par la plateforme en fait, d'Airbnb. Donc ça, c'est un cas concret. Mais en réalité, il y a aussi 3 outils sur lesquels on va se baser pour justement utiliser toute cette science pour nous aider à convaincre l'utilisateur à faire telle ou telle chose. Est-ce que jusque-là, il y a des petites questions, des petits trucs ou pas? Dans le chat, il y a Adrien qui a donné la rêve de Robert Cialdini. Ouais, j'ai très mal prononcé. Exact. Et lui, justement, il est top aussi. Il y a des très, très bons principes. Je crois que je l'ai donné en référence plus tard. Mais ouais, tu as raison. Tu as justement raison. Donc, on va faire la première partie, l'outillage. Donc, l'outillage, c'est tout ce qui va nous permettre d'appliquer concrètement, donc des méthodes, des procédés. Et le procédé que j'adore, moi, c'est la réduction. Donc, la réduction, c'est quoi? C'est juste réduire les frictions à l'utilisation, donc pour inciter l'utilisateur à faire telle ou telle action.
Et là, j'ai pris l'exemple du dash bouton, même s'il est plus produit aujourd'hui, il est quand même en version virtuelle. Le dash bouton, il a un besoin, une fonctionnalité. Et il se situe au bon moment, au bon endroit. Donc, en fait, ça nous incite à l'utiliser. Mais on peut penser à plein d'autres trucs. Par exemple, Instagram, ce qui est très drôle, c'est que maintenant, ils ont accéléré ils veulent accélérer la manière dont on consomme le feed. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé le bouton like. Tu peux double-cliquer sur la photo et en fait, ça réduit les frictions. Donc, tu vas plus vite et tu consommes plus. Mais il y a plein d'autres exemples comme ça. Mais là, on a du coup l'activation et la conversion du client, puisqu'il va faire quelque chose. Mais nous, ce qu'on veut après, c'est de la rétention. Et pour avoir de la rétention, on va parler de conditionnement. Et donc, le conditionnement, il va se baser sur une boucle d'habitude. On remarque qu'en fait, l'habitude se base sur 4 éléments, donc toujours l'indice, l'envie, la réponse et la récompense. Et donc ça, concrètement, qu'est-ce que ça donne? On peut prendre le cas de, voilà, histoire vraie aussi, j'ai un rendez-vous avec un ami, on se donne rendez-vous à tel endroit, et j'arrive, je suis un peu en avance, et là, mon téléphone, il vibre. Donc l'indice, c'est ça. Je sors mon téléphone et je vois une notification Instagram qui me dit « Oh, telle personne n'a pas posté depuis très longtemps, et là, il vient de poster un truc. » Je m'en fous un peu, mais je vais quand même appuyer parce qu'en fait, j'ai envie de voir ce qui se passe. Donc l'envie, elle est là. Et la réponse, c'est quoi? C'est que j'appuie. Et une fois que j'appuie, bah, finalement, ce n'est pas forcément les posts de la personne que je vais regarder, mais mon feed Instagram. Et la récompense, elle est là parce que je vais découvrir des nouveaux trucs. Donc, on remarque qu'en réalité, tous ces principes de conditionnement et de rétention, ils sont là. Pourquoi? Parce qu'il y a ces 4 éléments. Donc, c'est le truc à faire. Donc, nous, notre intérêt, c'est de faire une boucle d'habitude positive. Imaginons quelqu'un qui veut faire du sport. On va lui faire une boucle d'habitude positive avec un indice de l'Apple Watch qui vibre en lui disant bah ouais, tu n'as pas complété ton cercle aujourd'hui. Alors que telle personne l'a fait. Mais ça, on va revenir plus tard. Le problème avec le conditionnement, c'est qu'on peut rentrer la partie aléatoire et ça cause de l'addiction. Donc peut-être que vous connaissez le fameux modèle donc, le Hook Model Lab avec la souris dans la boîte de Skinner, où justement l'objectif des scientifiques était que la souris appuie de manière perpétuelle sur le bouton pour pas qu'elle s'arrête. Au début, en fait, à chaque fois qu'elle appuyait, il y avait un bout de fromage qui tombait. Mais du coup, elle avait ses réserves, elle n'avait plus besoin d'appuyer, elle arrêtait d'appuyer. Et là, les scientifiques se sont dit très bien, on va juste prendre une petite variable aléatoire. De temps en temps, quand il appuie, il y a du fromage qui tombe. Et en fait, comme c'était plus fiable, ni très sûr, la souris n'arrêtait pas d'appuyer, même si elle avait du fromage, parce qu'elle avait peur de ne pas en avoir. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'en réalité, on réagit de la même manière que la souris. Donc, quand on scrolle et qu'on recharge le feed, on va remarquer qu'il n'y a jamais la nouvelle information. Enfin, il n'y a jamais une information qu'on n'a pas vue. C'est tout le temps des nouvelles informations. Et du coup, on se dit que si on ne scrolle pas ou si on ne va pas recharger quelque chose, on va peut-être louper quelque chose. Et donc ça, c'est un peu sur la FOMO, quoi, Fear of Missing Out. Et ça, c'est pas fou. Il faut éviter aussi de mettre une boucle d'addiction. Ça, c'est des petits principes qu'on voit rapidement. Il y a Adrien qui nous dit qu'il est complètement d'accord. Ouais. Et ils vont vivre la dopamine. Ouais, clairement aussi. Il y a tout un aspect psychologique avec des phéromones, enfin pas des phéromones, mais du coup, dopamine, tout ça qui sont émises. Et donc, c'est aussi pour cette raison qu'on réagit, quoi. C'est la récompense. Maintenant, on va passer à l'aspect social. Parce que l'outillage, c'est très bien, mais en réalité, si on veut que quelque chose vive, il faut qu'il y ait une interaction. Donc, interaction entre les utilisateurs ou autres. Et donc, l'aspect de l'Apple Watch est parfait parce qu'en fait, ça s'est prouvé. Lorsqu'on est en compétition, même si on n'est pas un compétiteur, on fait plus. Donc, imaginons, moi, j'ai une Weezings qui est connectée avec tel truc qui sont faits aujourd'hui. Donc, il y a des badges qui sont, lorsque je fais 10 000 packs, je cours, autre. Ma sœur aussi. Et ma sœur a fini de compléter ses activités journalières. Et moi, je reçois une notification, ouais, ta sœur a fait tant, et toi, t'en es où? Bah, en fait, spontanément, on me dit, OK, il faut que je me bouge un peu. Et donc, cet aspect compétition, ça permet de persuader l'utilisateur à agir plus dans son sens, parce qu'il a défini déjà des objectifs, et nous, on l'aide à aller dans ce sens-là. Hop. Donc, ça se base sur une autre aussi théorie sociale. En réalité, quand on voit quelqu'un qui a une récompense, on peut être un peu jaloux, ok, mais ce qu'on va chercher à faire, c'est à reproduire ce qu'il a fait. Donc, c'est pour ça que le fait de récompenser publiquement quelqu'un, c'est quelque chose de très bien, puisque ça va permettre aux autres de se dire que ce qu'il a fait, c'est le bon procédé pour arriver au but. Donc, c'est comme ça qu'on va enseigner.
quand on voit quelqu'un qui va obtenir une récompense, on le montre et tout le monde va se dire, OK, comme il a fait ça, bah, moi, je peux faire comme ça et je peux apprendre de ses actes ou de ses erreurs. Pour celle-ci, est-ce que je peux te demander un petit exemple dans une app, t'as un exemple un peu comme tu avais avec les montres? Bah en gros, celui-ci, on peut prendre quoi? On peut prendre Duolingo avec un classement, avec de l'XP. Donc, il montre clairement qu'en fait, c'est le travail qui te permet de monter de telle ligue en telle ligue. Quoi d'autre? Les jeux aussi. En fait, les jeux en général, dès qu'il y a de la gamification, c'est très utile. Et l'autre aspect social, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Sur LinkedIn, les posts, les trucs comme ça. Ah, il y a Pierre justement qui dit qu'il pense aux stratégies de gros hacking sur LinkedIn. Ouais, ça marche sur mon produit. Ouais. Avec le fameux framework AIDA, donc Attention, Interest, Desire et Action. Il y a plein de trucs comme ça. Donc, en fait, c'est juste un principe à avoir en tête. Faut pas oublier, quoi. Vraiment, quand on réussit quelque chose, ne pas hésiter à le montrer. C'est pas pour se vanter, mais et l'expliquer, bien sûr, pas juste j'ai réussi. et comme ça, les gens vont comprendre comment est-ce qu'on peut arriver à tel but. Donc, et là tout l'intérêt. Très clair. Ensuite, il y a les dynamiques sociales. Donc ça, en plus, j'ai découvert un truc récemment, je vais vous en parler. Donc en fait, les dynamiques sociales, c'est juste que quand je dis bonjour à quelqu'un, il va me rendre le bonjour. Ou quand je lui donne quelque chose, on va se sentir un peu obligé de rendre quelque chose. Et ça nous permet de jouer sur certains éléments. Typiquement, LinkedIn, moi, c'est une forme très maligne que je trouve. C'est que lorsqu'on va voir le profil de quelqu'un, la personne a cette notification. Ah, telle personne a vu ton profil. Et du coup, spontanément, la plupart des personnes vont se dire, OK, pourquoi il a regardé mon profil? Moi aussi, je vais regarder ça. C'est tout bête. Mais ça permet de faire de la croissance et du bouche à oreille. Et l'autre exemple sur lequel je suis tombé la semaine dernière, qui est assez fou, je trouve, c'est l'application Paparazzi, qui en fait inverse les dynamiques d'Instagram. Instagram, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient montrer ce qu'il est en train de faire. Donc, ça se limite assez à, tiens, moi, je prends une photo, je la diffuse. Après, on verra s'il y a de l'interaction sur la photo. Et Paparazzi, en fait, c'est complètement l'inverse. C'est, j'ai vu quelqu'un faire ça, je prends une photo de lui, je le tag et on va voir ce qui se passe. Et en fait, du coup, il y a cette petite dynamique entre amis. Un ami qui prend une photo de toi dans une situation un peu drôle et qui va commencer à la poster en te demandant si c'est tel truc ou tel truc. Toi, spontanément, tu vas avoir envie de faire pareil. Tu as envie de le poser dans une situation un peu bizarre. Je précise que cette application, donc, elle fonctionne comment? C'est je prends une photo de mon ami et en fait, je le tag. Et une fois que je le tag, il reçoit une notification et il approuve ou pas. On ne va pas poster des photos comme ça. Voilà, ça, j'ai eu un peu peur. Voilà, c'est quelque chose d'important. Donc, en gros, son mur, c'est lui qui va l'établir, mais grâce aux photos des autres. OK. Et donc, il y a tout ce truc qui va jouer. Elle est assez récente. Je vous conseille d'aller regarder. C'est assez cool. C'est quoi Paparazzi? Ouais, Paparazzi. Sur l'App Store. Après, je ne sais pas si elle est sur Android, il faut vérifier. Mais sur l'App Store, elle y est, c'est pas mal. Donc, à voir si ça pète ou pas, on verra. Mais en gros, ça, c'est les dynamiques sociales. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Et après, il y a aussi toute la notion de logo. Là, on parle du feed-forward effect. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on voit quelque chose, on s'attend à un résultat. L'exemple tout bête, c'est la porte. La porte de Norman. Si je ne dis pas de bêtises, c'est pas comme ça. Donc, on a tous rencontré cette situation où on veut traverser une porte et en fait, il y a une poignée alors qu'il faut pousser. Et du coup, c'est ça, il y a une poignée alors qu'il faut pousser. Et en fait, on tire la poignée, du coup, la porte ne s'ouvre pas. Et elle est là le truc. C'est qu'on s'attendait à ce que la porte soit ouverte en tirant parce qu'il y a une poignée. Alors qu'en réalité, il faut pousser. Donc, le feed forward effect n'est pas si bon que ça parce qu'on s'attendait à quelque chose et on est déçu. Mais lorsqu'on s'attend à quelque chose et qu'en fait, le résultat est cohérent, là, l'utilisateur est carrément pas perdu dans l'application et il comprend un peu mieux ce qui va se passer. Et l'exemple concret, c'est Instagram. On voit très bien, pareil, que c'est un appareil photo. Donc, on se doute que ça va avoir un rapport avec la photographie. Snapchat, où c'est un fantôme. Donc, on comprend qu'un fantôme, ça apparaît, ça disparaît. Il y a un truc comme ça. Et Airbnb, en vrai, je sais pas, après, ça, c'est plus compliqué. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en réalité, c'est une tente. Un petit shelter, quoi. C'est un truc qui va nous abriter. Et après, Tinder, c'est la flamme parce que, voilà, quoi. On va avoir des étincelles. Mais bon. Je pensais que Airbnb, c'était un trombone. Et d'ailleurs, mais c'est trop drôle parce que le premier nom d'Airbnb, donc c'était quoi? C'est Air Bed and Breakfast. Donc c'était des matelas gonflables juste où on était chez l'habitant parce qu'il s'était rendu compte pendant des grands festivals, festivals. Yes. Que des personnes voulaient juste
assister au festival et après dormir localement, mais pour pas trop cher, quoi. Et donc, ça partait de cette idée. Ok. J'ai une petite question par rapport à cette notion. J'ai vu il n'y a pas très longtemps, passer ça sur mon feed Instagram en plus, que cette notion, est-ce qu'elle s'applique par exemple au logo des applications sur, par exemple, tu vois, le logo des réglages sur ton téléphone, c'est toujours, je sais pas comment ça s'appelle, ces petits goupillages, tu vois, qui s'enchaînent, et c'est toujours ça, peu importe le téléphone. Et donc, est-ce que c'est la même chose? Justement, j'ai fait un post, c'est peut-être sur mon post que tu es tombé. Ah, mais oui. En gros, j'ai fait un post là-dessus. Et ouais, c'est ça, c'est que il y a une logique à suivre. C'est qu'il y a en design, il y a des trucs où c'est du savoir visuel et du savoir dans la tête. Je vais expliquer un peu rapidement. Le savoir visuel, c'est quelque chose de signifiant. Quand il y a marqué pousser sur une porte, on comprend qu'il faut la pousser. Et le savoir dans la tête, c'est lorsqu'on est habitué à utiliser un certain objet. Si je vois un stylo et en fait, il y a un bouton par-dessus, je comprends qu'il faut que j'appuie sur le bouton, mais rien ne me dit d'appuyer sur le bouton. Donc ça, c'est un savoir dans la tête. Et en fait, les applications, c'est pareil. C'est que c'est devenu un savoir dans la tête, le fait d'avoir un rouage pour les paramètres. Du coup, ça donne un design cohérent et l'utilisateur se retrouve. Et ça, oui, c'est un feed-forward effect parce que je sais à quoi m'attendre en appuyant sur le bouton. Ok. Tu vois. Mais ouais, du coup, bon exemple, tu as raison. C'est le tien, hein, je ne fais que reciter. D'ailleurs, il y a Pierre qui a dit roue crantée, engrenage. Merci Pierre pour le vocabulaire, parce que je manquais là. Super. Et du coup, là c'est vraiment l'aspect, OK, le design va fonctionner de telle manière, du coup, je vais pouvoir comprendre telle chose ou telle chose. Mais il y a un autre aspect, c'est l'aspect plus viscéral avec les émotions. Donc là, je vais essayer de dire correctement le mot. Un skeuomorphisme, c'est le fait de représenter un élément par son équivalent sonore réel. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Donc, en fait, l'exemple de Twitter, il est parfait parce qu'en réalité, quand on tweet, on a ce petit bruit d'oiseau et il y a une sorte de satisfaction qui s'en sort. Et la pièce de Mario, c'est pareil. Jouer à Mario sans le son et on chope les pièces, on n'a pas la même satisfaction, on ressent même une gêne maintenant. On se dit, il y a un truc qui n'est pas complet. En fait, c'est pour ça qu'il faut voir l'expérience dans une globalité. Il y a aussi le delight. On va répondre à un besoin, mais il y a aussi le fait de satisfaire l'utilisateur à travers des émotions et il faut que ce soit viscéral parce qu'on veut qu'il s'en souvienne. Parce qu'une fois que l'utilisateur se souvient de telle ou telle chose, on a marqué sa mémoire et dans la Customer Journey, le fait qu'on soit dans sa mémoire, ça va être plus facile d'enclencher les autres étapes. Donc là, il y a l'awareness et après, on verra ce qui se passe. Et donc là, le fait de voir une expérience utilisateur dans sa globalité, c'est pas que de répondre à un besoin, mais c'est aussi de le faire apprécier le service. Donc là, on a vu la petite partie sociale. Est-ce qu'il y a des petites questions jusque-là ou on peut passer directement aux médias? Il n'y en a pas dans le chat pour l'instant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok. Mais a priori, non. Tout était clair. Peut-être que j'étais assez clair, on verra. Du coup, la partie média, c'est tout ce qui va permettre à un utilisateur d'apprendre à travers un environnement virtuel qui reproduit un peu les situations réelles. Et on sait que la partie d'apprentissage, elle va se jouer entre deux zones. Donc, la zone d'apprentissage et la zone de performance. La zone d'apprentissage, c'est là où on peut faire des bêtises, apprendre, il n'y a pas de souci parce que justement, on se base là-dessus. Et la zone de performance, par exemple, quand je répétais pour cette présentation, en fait, j'étais dans une zone sécurisante. Mais actuellement, je suis dans une zone de performance puisque le but, c'est que vous compreniez. Très bien, mais comment est-ce que ça peut se faire dans des jeux ou dans des cas réels? Dans les jeux, c'est évident parce que clairement, l'environnement est recréé. On peut prendre l'exemple des statistiques ou autre. Mais en fait, il y a un cas qui est assez fou, c'est dans le football. Dans le football, beaucoup d'entraîneurs utilisent Football Manager. Pourquoi? Pour faire des recrutements et pour voir les statistiques. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois pas biaisé. Il se base sur des résultats. Donc, c'est peut-être ce qui s'est passé. Quelqu'un a dû faire une sélection, il a simulé, il s'est rendu compte qu'en fait, il ne gagnait pas la coupe s'il ne prenait pas tel ou tel joueur. Et du coup, il a décidé de le sélectionner. Et à la fin, il finit par gagner. Donc, en gros, c'est ce qui se passe. C'est que là, on va influencer l'utilisateur à travers une donnée concrète. Donc, la donnée concrète, en général, on va essayer à ce qu'elle ne soit pas biaisée, même si parfois, ça peut être compliqué parce qu'on est tous biaisés en réalité. Il faut bien comprendre, c'est qu'on a toujours vécu dans un certain contexte. Moi, je ne vais pas penser comme un Asiatique ou un Américain ou un Africain parce que je suis européen et j'ai toujours vécu en France.
Donc, l'idée est là, c'est que les cultures nous permettent de réfléchir de telle ou telle manière. Et ici, on cherche à influencer l'utilisateur à travers de la donnée qu'on a récupérée pour des stades de match, pour que les simulations soient de plus en plus cohérentes. Hop. Là, la toute dernière partie, c'est vraiment l'aspect objet connecté. Un petit jeu de mots, j'espère que vous aimez bien. L'aspect objet connecté, aujourd'hui, nous permet d'influencer les personnes à travers tout ce qui l'entoure et à limite n'importe quel moment. Donc, nous, on va retenir 3 éléments principaux pour cette chose. Et les 3 éléments, ça va être quoi? Dans un premier temps, on cherche à motiver l'utilisateur. On veut vraiment le motiver pour qu'il atteigne ses objectifs. Donc là, l'aspect éthique, il est là, c'est qu'il s'est fixé des objectifs et on veut y aller. L'Apple Watch est parfaite parce que c'est le cas. Même que l'Apple Watch utilise un autre biais cognitif, le nom un peu barbare, je ne m'en souviens plus exactement, mais le fait de soutenir qu'on n'a pas fini une tâche. En fait, ça nous gêne. Il y a une gêne qui est présente. Et ici, on voit que le cercle n'est pas fini et pour certains utilisateurs, ça peut vraiment être une sorte de gêne viscérale et ils vont vouloir le compléter pour avoir cette satisfaction de « Ok, j'ai plus à y penser, c'est fait ». Ensuite, on veut engager l'utilisateur parce que oui, on a beau le motiver pour qu'il commence, on veut quand même qu'il y ait une sorte de continuité. Donc là, il y a une notion de boucle d'engagement qui est top parce qu'en réalité, c'est plus compliqué de couper donc, une chaîne qui est très très longue qu'une chaîne qui n'a que 2 jours, 3 jours ou autre. Et ça, on peut le voir dans Duolingo, mais aussi dans Snapchat. Dans Snapchat, il y a les petites flammes et en fait, on se rend compte que beaucoup d'utilisateurs, même s'ils n'ont rien à se dire, juste pour regarder la flamme, ils vont s'envoyer à quelque chose, quoi. Et donc ça met vraiment en avant l'aspect de rétention et de continuité. Et après, pour finir, on veut quoi? On veut simplifier l'utilisation. Donc là, l'exemple de Google Pay est sympa parce que on se rend compte que de toute manière, le cash commence à disparaître et que la plupart des personnes utilisent des cartes de crédit. Mais une carte de crédit, ça signifie quoi? C'est-à-dire que la carte de crédit, elle est dans le porte-monnaie. Quand je paye, je prends mon porte-monnaie, je sors ma carte, je commence à passer le truc. Alors qu'on a tous nos téléphones dans les mains en général. Et Google Pay, ça permet de réduire les frictions parce que j'ai juste à poser mon téléphone sur la plateforme pour payer. Mais il faut faire attention parce que là, il y a un autre effet, ça s'appelle le cashless effect. Et le cashless effect, c'est qu'on a plus tendance à consommer lorsqu'on ne voit pas l'argent. C'est aussi pour ça que dans les jeux par exemple les jeux vidéo ou les jeux mobiles, en général, on ne te demande pas de payer directement en monnaie, donc en euros, mais on te dit de payer, je sais pas, en pièces jaunes ou un truc de Clash of Clans. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour avoir ces pièces, il faut payer en euros, mais une fois qu'on les a, on n'a plus la notion unitaire, donc avec la monnaie fiduciaire, l'euro, le dollar, l'euro derrière. On ne sait plus vraiment ce que ça représente et on a plus tendance à le gaspiller ou l'utiliser de telle ou telle manière. On a une petite question de Pénélope sur l'exemple de l'Apple Watch. Selon toi, est-ce que c'est éthique de frustrer un utilisateur avec un cercle qui ne finit jamais? Alors, en fait, elle est là la notion. C'est que, moi, c'est ma définition. La définition de quelque chose d'éthique, c'est d'influencer l'utilisateur dans le sens qu'il a désiré. En réalité, si je veux avoir une meilleure santé, je vais sûrement acheter une Apple Watch. Et dans ce cas-là, je vais me définir des objectifs. Parce que les objectifs, ils peuvent être avec tel niveau de difficulté. Je sais pas, je peux passer de 2000 pas à 10 000 pas. Mais 2000 pas, c'est plus simple que 10 000. Mais après, moi, je peux régler le fait que mon cercle soit complété. Et l'idée de l'éthique, c'est que là, je vais vraiment influencer l'utilisateur dans le sens qu'il a désiré et pas autrement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. On va voir si Pénélope, si ça a répondu à ta question. Mais c'est vrai que dans toutes les notions qu'on aborde là, il y a une petite question où est la barrière avec l'éthique, parce que souvent on sent que c'est pas très distinct, quoi. Bah ouais, c'est ça. Du coup, j'ai entendu un petit. Et il y a Chris qui nous demande, mais si l'utilisateur désire quelque chose qui n'est pas bien pour lui, par exemple passer des heures sur Candy Crush, finalement. Alors, est-ce qu'il le désire réellement? En fait, là, les questions sont là. C'est que, est-ce qu'il le désire réellement ou est-ce qu'il a été incité à le désirer? Ça peut être un peu comme une addiction. Je sais pas, quelqu'un qui va se mettre à jouer ou à consommer du chocolat. Est-ce que vraiment il veut du chocolat, autant de chocolat ou parce que le chocolat lui a causé d'avoir telle ou telle envie? En fait, là, une fois qu'on commence à se baser sur les envies et la compréhension de l'utilisateur, il faut vraiment comprendre son objectif au tout début sans l'influencer. Donc, c'est pour ça que les interviews utilisateurs sont top si elles sont bien faites parce que ça nous permet de voir un peu ses réactions. Mais c'est vrai que ça, c'est assez flou parce qu'on ne sait pas si l'utilisateur que tu me décris là,
est déjà dans la boucle d'addiction ou désire réellement par nature utiliser Candy Crush tous les jours pendant tant de temps? Parce que finalement, tu vois, si on reprend l'exemple de l'Apple Watch, peut-être que quand il l'a acheté et qu'il a fait les réglages, ouais, il avait fixé cet objectif. Mais au fur et à mesure du temps, exactement comme le dit Pénélope, ça va finir par le frustrer. Le cercle qui finit pas parce que 2, 3 mois plus tard, en fait, c'est plus forcément ses objectifs, seulement c'est ce que Apple Watch lui dit, quoi. Bah, c'est possible, mais en général, ce qu'on a remarqué avec les données, donc ils ne partagent pas toutes les données Apple, mais ils en parlent quand même. On se rend compte quand même en fait qu'on on s'adapte et on avance. C'est-à-dire que quand je vois que c'est pas complété, en général, même Apple peut te recommander, OK, je vois que tu n'as pas complété tant de parts, on va baisser un petit peu et on va rentrer dans cette boucle un peu d'encouragement. Du genre, OK, tu as fait 2000 pas pendant 3 semaines, on a vu que tu as réussi, bah, maintenant on va monter à 3000. Il faut que ce soit un peu graduel. Ok. J'espère que ça a répondu à vos questions, Pénélope et Chris. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Yes, pour Chris, c'est good. Top. Bah, du coup, on m'a limite un peu devancé, mais c'est parfait. Donc, une fois qu'on parle d'IoT, il y a deux possibilités. Donc, l'aspect éthique, c'est qu'on devient un compagnon quand on répond vraiment aux besoins de l'utilisateur. Parce que maintenant, aujourd'hui, enfin, quand on y pense, aujourd'hui, on peut plus se passer de nos téléphones. Pourquoi? Parce que on a tous besoin d'argent et de données bancaires et on se rend compte que la majorité des personnes utilisent leur téléphone pour gérer leur gestion financière, enfin, pour gérer leurs finances. Et à partir de là, on voit que c'est une utilité. Donc, il y a un objectif, on devient un compagnon. Mais quand on commence à prendre quelque chose à l'utilisateur alors qu'il n'a pas désiré comme son temps, là, on devient plus un irritant. Moi, j'avoue que j'aime pas trop TikTok. C'est assez incroyable ce qu'ils font, mais j'aime pas trop leur enfin, la vision du produit. Et TikTok, en réalité, c'est assez incroyable parce que lorsqu'on est dedans, on perd un peu toute notion de temps. C'est un peu comme quand on rentre dans un casino. On remarquera que les casinos, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a que des lumières simulées qui simulent le soleil pour qu'on perde la notion du temps. Et en fait, TikTok, eux, ce qu'ils utilisent, c'est le format plein écran avec des formats courts où on consomme plus parce qu'on pense que c'est plus court. Et ça nous fait perdre la notion de temps et on passe plus de temps sur l'application et eux, c'est tout leur intérêt parce qu'ils peuvent passer des pubs ou autre. Donc là, pour moi, je considère que c'est un irritant. Oui, il y a Yvon aussi qui donne l'exemple des casinos où il n'y a pas d'horloge. J'imagine que c'est ça que tu voulais dire, Yvon. Ouais. Il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de fenêtre et il y a des lumières qui simulent un peu le soleil, quoi. Pour que, oh, mais il fait tout le temps jour. Bah ouais. Du coup, on n'a pas envie d'aller dormir parce que notre cerveau, il est paramétré de telle manière, quoi. Et là, le maintenant, c'est ça, c'est avec ça. Est-ce qu'on va pouvoir prendre un petit pas en arrière et voir ce qui se passe dans chaque application? Ça demande un peu d'effort parce que il faut avoir l'œil un peu aiguisé, on va dire ça comme ça, pour voir ce qui se passe à tel instant. C'est vraiment ces moments de lucidité où, OK, tiens, qu'est-ce qui vient de se passer là? Pourquoi j'ai fait telle action? Et on peut remarquer ou autre. Et ce qui se passe avec les biais cognitifs, ce qui est intéressant, c'est que, donc ce que je disais tout à l'heure à Flavie, c'est une remarque que je m'étais fait, c'était que aujourd'hui, tout le savoir qu'on accumule, il est assez caduc, assez rapidement. Pourquoi? Parce que la technologie évolue beaucoup trop vite. Donc, on maîtrise un système, on le comprend, mais sauf qu'il y a un nouveau système qui est sorti derrière, donc il y a peut-être des mêmes bases, mais on doit réapprendre. Mais en réalité, quand on pense le système de l'homme, avec un grand H, on n'a pas tant que ça évolué. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que les outils ou la manière dont on comprend notre système, c'est un peu les mêmes. Et les biais cognitifs, c'est pour ça qu'on peut les réutiliser un peu partout. Tiens, exemple très simple, la finance a évolué énormément depuis les années 1900 à aujourd'hui. Pourtant, on remarque que les crashs financiers se comportent de la même manière en termes de pourcentage. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui a changé, c'est peut-être les instruments financiers, mais pas ceux qui agissent sur le marché, donc nous. Et donc, c'est cyclique. Il y a l'euphorie, après, hop, d'un coup, le désespoir, on redescend et on verra. Donc, c'est notre système qui n'évolue pas tant que ça, et on peut utiliser cette chose, et du coup, ces connaissances, elles sont nettement moins caduques, nettement moins rapidement que les autres. C'est hyper intéressant, mais c'est vrai que pour avoir cette gymnastique d'esprit, il faut quand même avoir une bonne page, une bonne connaissance à la base. Est-ce que tu as des bouquins peut-être à recommander ou des trucs que tu as lus quand tu as commencé à t'intéresser à ces sujets? Ouais, alors moi j'ai commencé par un truc assez costaud du coup, mais il est pas, je le recommande si vous voulez regarder, mais c'est les technologies persuasives, comment influencer
l'utilisateur à travers… attendez, je vais vous montrer mon écran. Je vais vous montrer mon écran, on va faire la recherche en même temps. C'était quoi? C'était ouais, le lab de décision, là. Les technologies persuasives. En fait, c'est les livres de recherche de Stanford, de Buddy Fogg, que je montre dans les slides. C'est lui qui a créé tout ça et il a créé un énorme bouquin qui date des années 2004, qui a permis de… En fait, c'est sur ce bouquin que se sont appuyées donc les plus grosses entreprises comme Dropbox, Facebook ou autres pour générer de la croissance parce que ça a utilisé certains principes. Okay. On a Yvan qui nous dit Decision Lab. Est-ce que c'est okay. Ouais, top aussi. Decision Lab, c'est un groupe de consulting canadien de psychologues, mais qui se charge de diffuser un peu ce savoir pour les plus grandes entreprises. Parce qu'ils comprennent aujourd'hui que tout l'intérêt, c'est l'utilisateur. Il faut se concentrer sur l'utilisateur. Donc, il y a 2 Decision Lab. Je vais retrouver. Attendez, je vais masquer l'écran, je vais vous donner le tu peux lien. donner dans le chat. Ouais. C'est pas intéressant l'idée de se dire que finalement c'est un peu une connaissance non périssable parce que on a eu cet échange avec Claire Fénard mardi dernier pendant un webinaire sur le fait de continuellement se challenger et de toujours devoir réapprendre en fait parce que c'est prouvé qu'aujourd'hui nos connaissances, nos hard skills, nos connaissances un peu techniques, il y a un siècle, elles périmaient en plus de 30 ans, alors qu'aujourd'hui, elles prennent à peine 2 ans pour périmer. Exactement comme je te disais tout à l'heure, Alexandre, aujourd'hui, par exemple, vous maîtrisez l'outil Figma, et dans 2 ans, on n'utilisera plus Figma et ça aura plus de sens de connaître cet outil. Donc, c'est hyper important de toujours réapprendre et se challenger. Et du coup, c'est marrant de voir que finalement, il y a des connaissances dans la création d'un produit que tu peux toujours un peu réappliquer. Je vous ai partagé le replay du webinaire de la semaine dernière, justement avec Claire, qui donne plein de ressources et de méthodos pour challenger ses acquis. Moi, j'ai une question, Alexandre. Est-ce que, puisque tu es product builder, est-ce qu'en fait, tu as toujours ces notions dans la tête? Est-ce que tu as toujours, quand tu crées un produit, est-ce que en fait, tu as tous ces mécanismes, tu es capable de les identifier dans les propositions que vous faites aux clients? Et aussi, est-ce que tu les notifies aux clients quand tu leur présentes? J'avoue que en fait, le truc, c'est que moi, j'ai un profil ingénieur, donc j'aime bien la technique et tout, mais coder foncièrement, en fait, c'est ça le truc. C'est que coder pour coder, je m'en fous. Et donc, je me base beaucoup sur l'utilisateur. Donc, ce qui se passe pendant les entretiens, c'est que je vais vraiment chercher à comprendre ce qui les embête et comment résoudre un problème. Donc, à partir de là, je comprends que je vais essayer de leur fournir une expérience avec le moins de friction possible. Parce que il faut savoir que quand on utilise un outil, ce qu'on veut, c'est pas avoir une learning curve qui est vachement élevée. L'exemple qui était très mauvais d'ailleurs, c'est l'iPadOS. iPadOS, quand ils ont changé leur truc, il y avait une learning curve pour l'utilisateur pour savoir telle ou telle utilisation qui était énorme. Il fallait apprendre de nouveaux gestes, faire des trucs comme ça. Et moi, tout l'intérêt, c'est que l'utilisateur arrive, c'est un plug and play, il fait « Ah ok, je comprends, c'est super, ça répond à mon problème ». Donc ça, moi, c'est vraiment l'une de mes priorités. Après, si je cherche à faire… j'avais travaillé sur une application de podcast avec un ami et en gros, le truc, c'est que on a remarqué que souvent, les personnes, quand elles écoutaient des podcasts, elles en discutaient avec leurs amis. Et en même temps, aussi, ces personnes utilisaient beaucoup de messages vocaux. Et on s'est dit, OK, nous, on veut de la croissance et en général, les gens en parlent, donc on va essayer de s'appuyer sur le bouche à oreille. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de l'interaction. L'interaction, comment est-ce qu'on peut la générer? En faisant un bouton où, par exemple, c'est un mégaphone et ça partage un court extrait audio des 15 dernières secondes du podcast à tel instant. Ah, génial! Donc imagine, je sais pas, je suis en train de voir un podcast, je suis dans la rue, je marche et d'un coup, il y a un truc qui me choque et c'est vachement cool, j'ai envie de le partager. En fait, l'application me dit, oh, regarde, tu peux cliquer là, je clique ici et ça partage un format audio, donc comme un audio, qui me dit tel épisode, tel instant, machin, regarde, écoute. Et bam, ici, il te dit, ouais, aujourd'hui, j'ai découvert que… Et donc, ça permet vraiment, ce serait limite un highlight du podcast. Et du coup, les gens sont plus incités à le faire parce que le bouton apparaîtra en gros à la place du bouton play, tu vois, avec un mégaphone ou quelque chose comme ça. Trop bien. Il n'y a pas de problème légal là-dessus pour rebalancer du contenu? Non, parce que c'était cité et… j'avoue qu'on ne sait pas trop. J'y pense. Il y a Yvan qui dit oui, contrairement aux soft skills, il y aura toujours quelqu'un qui saura faire mieux et plus vite. Ouais, ça, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur continuellement réapprendre.
Et il rajoute vraiment bien facilitateur du partage de connaissances. Ah oui, là, pour le podcast, ouais, complètement. Important. Et c'est vraiment le truc. Et tu as carrément raison parce que moi, je vois, j'allais dire des petits jeunes comme si j'étais vieux, mais ceux qui sont déjà au lycée ou qui sont en école d'ingé, en prépa ou autre, ils sont déjà ils sont meilleurs que nous. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà accès à la connaissance plus tôt. Un type qui t'a fait, tiens, c'est l'exemple de Oussama Mar, c'est incroyable. C'est ce qu'il disait, c'est ça, c'est un type qui, à 12 ans, a suivi un cours de Stanford sur l'intelligence artificielle. À partir de là, tu veux faire quoi? Le mec a tout compris. Enfin, il part avec une longueur d'avance qui est assez incroyable. Donc, l'intérêt, c'est pas vraiment de faire la compétition avec les plus jeunes ou autres, ou pour qui est le meilleur, c'est plus le fait de partager. Moi, ce que j'apprends, mon but, c'est que quelqu'un passe pas autant de temps que moi à l'apprendre. C'est vraiment qu'il aille plus vite que moi et qu'il fasse mieux, parce que on va apprendre de chacun et tout, quoi. Ok. Et du coup, pour revenir à ma question de tout à l'heure, donc toi, de ton côté, pour créer le MVP, pour créer le produit, tu as cet œil par rapport aux techniques persuasives. Et du coup, dans le rendu, dans ce que tu délivres, est-ce que il y a une explication concrète au client des mécanismes utilisés? En fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai pas forcément intérêt à lui expliquer. Il faut plus que je vois comment il réagit avec le produit. Donc, si je vois qu'il n'a pas de friction avec le produit, que ça répond à son besoin et que c'est parfait, je peux en discuter. Je peux dire, bah tiens, regarde, à tel moment, il y a ça, ça, ça. Du coup, peut-être que ça peut t'aider. C'est pour ça que ça t'aide. Pareil que ça peut t'aider. Mais c'est plus un outil et on ne va pas vraiment le mettre en avant. Tu vois, je ne vais pas faire un produit parce que je me dis, OK, je vais utiliser tel biais cognitif. Non, c'est le produit, il va répondre à quelque chose et du coup, je sais que j'ai ma boîte à outils où je peux utiliser tel principe, tel principe, tel principe. Ok, je vois, très clair. Est-ce que dans le chat, n'hésitez pas si vous avez des petites questions pour Alexandre. Moi, j'ai une petite question par rapport à la boîte que tu as fondée. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste? Concrètement, c'est une entité que j'ai créée parce que j'avais envie de faire des missions, partager des trucs sur l'UX, le product management. Donc, je me suis amusé à faire un logo, tout ça, et une sorte de vraie image, une image de marque. Parce que, pareil, l'image de marque, je voulais pas que ce soit ma tête, parce que plus tard, j'aimerais bien travailler avec plus de personnes, on verra ce qui se passe. L'idée, ouais, ça m'a permis de faire des missions. Donc, les missions dont je te parle, c'est ça aussi. Faire des conférences, montrer aux gens qu'il y a tel truc, et on apprend tout le temps, quoi. Parce que j'ai pas le savoir total. Au contraire, il y a plein de personnes qui m'envoient des commentaires, qui me disent des trucs et tout, et ça me permet de progresser. Et du coup, on échange, c'est grave cool. Par exemple, Yvan qui est présent ici, c'est lui qui m'a indiqué la ressource. C'était Hacker Choice, je crois, si je dis pas de bêtises. Et j'aime beaucoup parce que maintenant, ils sont mis à faire des vidéos, des formats courts et tout. Et c'est très pertinent, c'est rapide et on peut aller chercher plusieurs sources. Mais l'idée, ouais, c'est vraiment de ça, c'est que si on devient facile à être trouvé sur tel ou tel réseau, en fait, il y a pas mal de personnes qui vont commencer à te poser des questions, on va discuter, on va apprendre l'un de l'autre. Donc, c'est un peu, il y a un livre qui s'appelle comme ça s'appelle Show Your Work. Show Your Work. Donc, le but, c'est ça, c'est que dès qu'on fait un petit truc, il ne faut pas hésiter à le montrer. Même si ça ne va pas être parfait, c'est pas grave. Il y aura peut-être des personnes qui vont dire « Ah, tu fais de la merde. » Super, on s'en fout. Le truc, c'est que les personnes qui vont bien aimer, vont commenter, il va y avoir une interaction. À partir de là, on peut apprendre de chacun. Donc, ouais, c'est hyper intéressant, mais c'est vrai que, par exemple, moi, la première, je trouve que c'est un peu difficile avec le syndrome de l'imposteur de se dire, bon, je suis pas encore expert, est-ce que j'ai vraiment la légitimité d'en parler? Mais bon, c'est vrai que il faut se lancer, et puis de toute façon, au pire, on dit une petite bêtise, on se trompe, et puis quelqu'un nous corrige, et puis on apprend. J'ai des petites questions. On se fait une petite session un peu conseil carrière. On aime bien faire ça un peu en... Oh là, non, on a une grosse question de Pierre. Moi, j'ai une question sur... Ah oui, tu la vois. Pas de souci. Pas de souci. Du coup, je la lis rapidement. Donc, une question sur Product Builder, pas sur l'éthique, il n'y a pas de souci. J'ai vu ce post chez Payfit, Mindset. Est-ce que ce sont les mêmes posts? Ok. En gros, l'idée, c'est que c'est un peu à l'image d'un poste de Product Manager, c'est que ça dépend de la boîte. Il y aura des postes de Product Manager où il faudra être plus technique, il y aura d'autres où il faudra plus de soft skills, peut-être connaître plus sur le marketing. C'est pour ça que même on voit des spécialisations comme Product Manager Marketing. Et l'idée du Product Builder, en fait, c'est qu'il réunit les trois grands aspects. Donc, il y a le Product Management, le Product Design, mais aussi l'aspect développement.
Donc, c'est pour ça qu'on parle de product builder. Mais typiquement, l'exemple de Payfit, si je ne dis pas de bêtises, hein, à vérifier, on utilise du coup leur outil low-code pour faire les solutions. Donc, l'aspect développement, il est ici. Il est en low-code ou no-code. Mais il y a quand même un aspect développement. Ok, c'est-à-dire qu'en termes de niveau de connaissance pour le développement, tu as besoin de savoir coder? Tu sais coder? Bah, moi, je sais coder par ma formation parce que j'ai appris pas mal de trucs et on m'a conseillé des ressources. Mais en réalité, c'est ça, coder, c'est comme un forgeron, quoi. Un forgeron, il apprend à forger en forgeant. Donc, il faut essayer et se casser un peu la gueule, quoi. Parce que de toute manière, même si on va se tromper, on va avoir un bug qui nous indique, on va chercher sur Internet, hein, on va essayer et ainsi de suite. Et à force d'essayer, on va commencer à avoir ces mécanismes qui viennent ici et du coup, on va commencer à savoir coder. Même si je considère que je suis loin d'être un excellent codeur, en fait, dès qu'on me propose un truc où il y a une problématique, je peux déjà imaginer comment le programmer. Ok. Et du coup, par rapport dans la question de Pierre, du coup, si on appuie vraiment sur la différence avec PM, du coup, c'est que tu es plus sur cette partie développement. Ouais, tu as les mains dans le cambouis quand même. C'est ça le truc. Ok. Et par rapport au côté business, c'est quoi à quel niveau tu dois être impliqué quand tu es product builder? Il faut repérer les pain points quand je fais un interview, enfin quand je fais un entretien utilisateur. Mon but aussi derrière, c'est de fournir un service qui va du coup répondre à un besoin réel. Tu vois, il faut que je puisse vendre un produit qui aide l'utilisateur. Donc il est là l'aspect business, c'est que je vais pas dire ok, je pense que ça peut être fun de faire un truc rose et tout. Ouais, mais je m'en fous. Si ça paye pas, ça sert à rien. Ok, et du coup, t'es toujours, t'as tes métriques, t'as les mêmes métriques que pour le product management, j'imagine? Même KPIs? Ouais, oui et non, parce que moi, c'est un peu particulier. En gros, en général, sur les projets, au début, je suis tout seul. Ensuite, il y a des stagiaires qui arrivent. Et là, j'ai plus cet aspect product manager parce que j'ai moins les mains dans le cambouis. Donc, je fais souvent la V0, les trucs comme ça. Et après, je regarde un peu comment ça avance. On se met des deadlines, on regarde ce qui se passe, on va beaucoup, beaucoup voir l'utilisateur. C'est plus un peu je ne vais pas dire au doigt mouillé, c'est pas au doigt mouillé, mais c'est vraiment pour voir, on se base vraiment sur le client. Donc, Et tout ça. en termes de temporalité, on parle de projets sur combien de temps là? Les exemples. Ça dépend des projets. Ça dépend des projets, mais on peut compter 1 mois, 2 mois ou 3, 4 mois, quoi. Moi, je suis vraiment dans la partie discovery au début. Je suis pas dans le delivery pour faire des itérations encore supérieures. Dès que ça passe en production, c'est plus à moi. Donc, il est là tout. Oh, il y a un petit bug de connexion. Tu m'entends? Ouais. Ok, ça m'a pris 5 minutes. Ouais. Il y a Yvan qui demande si tu fais des enquêtes ethnologie. Pas du tout. Je fais pas des enquêtes technologie. C'est quoi, juste peut-être pour les non-initiés? Si je dis pas de bêtises à vérifier, c'est plus pour savoir telle ou telle origine, pour voir comment la personne réfléchit parce qu'elle a vécu à tel endroit ou je sais pas quoi. Je suppose, Yvan, dis-nous si c'est ça. Ok, c'est du coup dans la phase de discovery. Ouais, c'est ça, il confirme. Ok. Moi, je fais un entretien utilisateur plus ou moins classique avec 4 grandes sections. Donc, rapport direct avec le produit, indirect, réflexive et viscéral pour avoir les émotions et des trucs comme ça. Mais non, j'avoue que la partie vraiment background de la personne, je cherche pas trop à la pousser, quoi. Ok. Si vous avez d'autres questions dans le chat, Pierre, j'espère que ça a répondu à celle que tu as posée. Et Pierre dit, ok, donc des MVP au maximum en no-code, low-code. Puis ensuite, ça passe en engineering. Ouais, en Payfit, ça peut faire ça. Après, moi, je fais plus du code, genre vraiment du Python, des trucs comme ça. Je me suis pris des drones où, en fait, l'idée, c'était ça. C'est un cas. Je sais pas si je peux le partager. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. En gros, il y a des clients qui viennent nous voir. Nous, on fait de l'inventaire de stock et le stock est gigantesque et on sait que ça prend 2 personnes, ça prend tant de temps, tout ça. Donc, il y a 2 personnes qui sont mobilisées, il faut les payer et tout ça. Et nous, on leur a dit, ok, mais peut-être qu'on pourrait automatiser tout cet inventaire avec un drone. Parce que pourquoi? Le drone, il arrive, il scanne les QR codes, il peut faire l'inventaire, il vérifie tout ça. Donc, ça leur ferait gagner, allez, supposons sur 1 heure, 30 minutes. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai dû faire un POC. J'ai dû faire un POC, donc il faut que ce soit quelque chose de visuel pour l'utilisateur et qui reprend les mêmes principes. Ce n'est pas la version finale, mais c'est un truc qui montre à l'utilisateur que ça va être ça. Donc, j'ai pris un drone commercial, là, et je me suis mis à programmer dessus en Python. Donc, j'ai récupéré le flux vidéo, j'ai fait la connexion. Une fois que j'ai la connexion, le flux vidéo, il faut que je reconnaisse un QR code. Une fois que le QR code est reconnu, il faut que je rentre dans la base de données, il faut que je vérifie et ainsi de suite, quoi.
Donc, en fait, ça dépend du niveau. Après, peut-être que PayFit et Mindset, si je prononce bien, c'est pas aussi technique. Mais moi, j'avoue que souvent, je pars from scratch. J'ai rien, quoi. J'ai juste un problème et on me dit, on a des idées, on essaie. Ok. C'est quand même assez poussé niveau connaissances technologiques. On a Adrien qui demande si tu as un template sur ce questionnaire d'intro pour les entretiens. Je me permets de te dire, Adrien, que étant donné que Adrien, c'est un inscrit pour la formation Product Design de Maestro qui commence demain. Et il se trouve que c'est exactement le sujet de la deuxième session qu'on aura le 16 avec Marion Damiens, qui est senior UX researcher chez Blablacar. Et on va faire un entretien utilisateur de A à Z. Ouais, Nicolas, ça compte pour toi aussi. Et pour ça, vous aurez un guide d'entretien qu'il faudra que vous adaptiez à votre problématique, etc. Donc, à fond, ça sera dans le sujet et vous allez pratiquer. Mais du coup, Alexandre, est-ce que potentiellement, tu as un template là-dessus que tu pourrais partager à tous les participants du webinaire? Bah après, je sais pas si tu m'autorises parce que le truc, c'est ça, c'est que moi, j'avais fait la formation Lyon Product Management et de mémoire aussi, c'était Marion qui m'avait expliqué tout ça, qui avait vraiment allé en détail parce qu'au début, moi, ce que je faisais, ça manquait un peu de méthodo. Ouais. Donc ça, c'était utile, mais je savais que je bloquais, quoi. Il me manquait un palier. Donc, je sais pas si je peux te le partager ou pas parce que c'est du cours de Lyon, des trucs comme ça. Mais bah écoute, je pense de toute façon. Vous allez le voir en Product Design. Je viens de me rappeler où est-ce que vous pouvez le retrouver. On l'a mis dans la Product Toolbox de Maestro. Okay. On a cette partie pour les entretiens et justement, on a repris un peu des slides du cours de Marion Damiens. Donc, vous aurez ces éléments dans la Product Toolbox. C'est hyper complet d'ailleurs, c'est toute la méthodologie de la discovery jusqu'à la delivery pour le product manager avec plein d'outils, plein de méthodos. Donc, d'une manière générale, je pense que c'est une ressource qui peut potentiellement vous aider, Et dedans, je suis sûre que vous avez la partie sur les guides d'entretien. Moi, n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Moi, j'en ai une sur justement la carrière. Est-ce que tu as un tips à donner aux personnes qui nous écoutent pour le CV, par exemple? Pour le CV, que ce soit cohérent. Que ce soit cohérent, tiens, je peux te dire parce qu'en plus, j'ai envoyé des CV à gauche, à droite. Le truc, c'est que si on postule pour un poste de, allez, imaginons un product manager, product builder, c'est pas la même chose, je prends un product manager. L'idée, c'est ça, c'est que il faut montrer qu'il y a de la discovery et du delivery, donc de la gestion donc de tâches avec de l'intérêt business. Donc ne pas hésiter à. Vous pouvez voir mon LinkedIn, tout bien. J'ai un peu repris les mêmes trucs, pour dire qu'il y a tel aspect business, la priorisation, la roadmap, tout ça. Et donc ouais, c'est vraiment l'aspect comprendre la tech, la gestion. Discovery Delivery et après la formation, moi j'avoue que je suis pas très partisan des écoles du coup parce que j'avoue que j'ai beaucoup plus appris en dehors de l'école qu'à l'école. Ouais, vraiment ça, Discovery Delivery, gestion business et priorisation, quoi. Mais du coup concrètement, c'est formuler tes expériences pour qu'on ressente vraiment les piliers des tâches d'un product manager. C'est ça. Okay. Il faut vraiment. En fait, du coup, fake it till you make it, parce qu'il faut vraiment montrer et incarner la personne du product manager. Il faut comprendre que c'est ça. Enfin, c'est mon conseil. Après, j'avoue que je reste. Tu as un petit tips pour le LinkedIn? LinkedIn. Tiens, petit tips récent qui est vachement drôle, c'est que je me mettais à regarder beaucoup de postes de product manager. J'avoue qu'ils répondaient pas forcément à ce que je voulais. Donc, j'ai décidé d'inverser un peu les dynamiques parce que le fait que tout le monde est en train de chercher un poste. Pourquoi? Parce que des recruteurs, ils ont du mal à te trouver. Donc, l'idée, au lieu de rendre la recherche difficile, il faut trouver ta découverte facilement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à poster régulièrement donc sur LinkedIn des posts en rapport avec l'UX et product management pour avoir un peu cette on va pas dire cette croissance, mais le fait de regarder, je fais ça, peut-être que ça vous intéresse. Et souvent, des RH vont te contacter, des chief of product, comme ça. Et donc ça, c'est vachement intéressant parce que là, on inverse les dynamiques. C'est plus nous qui sommes en train de chercher, mais eux qui nous trouvent. Et c'est cool, mais il y a quand même tout ce travail à faire qui est de, je sais pas, si une société va me recruter, voudrait me recruter, moi, je vais quand même vachement me renseigner sur la société parce que mon but, c'est pas juste de trouver un job,
Au contraire, c'est vraiment d'être en accord avec les valeurs de la société, leur mission, l'équipe et tout. Donc, il y a quand même tout ce travail de recherche qui est à prendre en compte. Mais l'idée, ouais, si vous pouvez discuter là-dessus et inverser un peu les dynamiques en vous rendant disponible ou ouvert, je pense que ça peut vachement aider. Yvan demande du coup post-tech orienté justement service, discovery, delivery, business. Ouais, c'est ça, c'est le mouton à 5 pattes en fait. Ouais, le product manager, il doit toucher un peu à tout. Il y aura sûrement une spécialité, mais ouais. Moi, j'avoue que je touche à tout. Je me suis formé un peu sur tout ce que j'ai trouvé, Germinal, Lyon, Maestro, même du Scrum parce que je voulais avoir l'assertif et tout. Donc, ouais, un profil généraliste, c'est cool. Et du coup, donc là, tu passes des entretiens un peu product manager. Dernière petite question parce qu'on va arriver vers la fin de ce webinaire. Est-ce que tu as un conseil pour la partie étude de cas? Donc, tu disais déjà en amont, faut bien connaître l'entreprise. Évidemment, j'imagine qu'il faut aussi très bien connaître le produit. C'est l'exemple logique. Est-ce que toi, tu as un autre tips en tête pour cette partie? En fait, le tip, c'est ça, c'est continuer à lire des articles, se renseigner, tester des trucs. Là, typiquement, j'ai eu le dernier cas d'étude que j'ai eu, je ne vais pas citer l'entreprise, même si c'est bien. En gros, quand j'ai vu les questions dans ma tête, il y a eu un déclic tout de suite parce que je maîtrisais déjà les outils. Donc, je devais gérer une API. Je me suis dit, OK, je vais utiliser Postman. Après, on m'a donné de la data. C'était pas du gros traitement, du coup, juste un Excel, quoi. Et après, dès que c'était parcours utilisateur, UX et contraintes d'API, je me suis dit, très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre à la place de l'utilisateur et je vais inventer le parcours, mais qui soit cohérent parce que je n'ai pas le temps d'interviewer un utilisateur. Et à partir de là, j'ai créé les wireframes sur Figma en expliquant et j'ai fait le prototypage, quoi. Ok, mais là, comme tu étais déjà familier avec chaque étape, tu avais tout de suite un outil qui fonctionnait. Il faut suivre. En fait, c'est ça. Il faut essayer de tout le temps faire de la veille, en fait, que ce soit sur Product Hunt, de la techno en général. Il y a des newsletters qui sont vachement cool aussi pour apprendre, genre de Hustle. J'aime beaucoup. Celle de Maestro. Ouais, voilà, tu vois, il faut faire des trucs comme ça parce que franchement, c'est intéressant et continuer à chercher, quoi. On a pas mal de ressources à vous passer, comme Growth and Design, par exemple, pour l'UX. Et après, la technique, c'est plus rester en veille, poser des questions. Pareil, ne pas hésiter à contacter des personnes sur LinkedIn parce qu'elles ont le poste de Product Manager pour poser des questions et voir si elles ont des ressources particulières à nous fournir. En général, ils sont assez contents et ils veulent bien répondre. Et donc on peut discuter et rencontrer des personnes, quoi. Donc, c'est sympa. Ça, c'est un conseil à fond et que j'entends très souvent aussi, même pas juste pour toujours apprendre, mais simplement quand vous cherchez aussi des opportunités de job, à toujours essayer en fait de passer par autre chose que simplement envoyer votre candidature. Mais potentiellement, ça c'est un conseil qu'on donne vachement, c'est aller regarder sur Internet, chercher du contenu sur la personne. La personne, elle a peut-être déjà écrit un article, elle a peut-être déjà fait une interview, il y a peut-être déjà quelque chose de disponible en ligne et vous pouvez prendre ça et rebondir dessus en envoyant un message un peu travaillé sur LinkedIn, ce qui vous permet de rentrer dans le réseau de la personne et puis après potentiellement de faire une très bonne première impression. Et de pouvoir ensuite se nourrir mutuellement dans le réseau. Donc ça, c'est un top conseil que je recommande également. On va si je peux rajouter un truc aussi, essayer de donner toujours en fait. On a souvent cette réflexion de ok, si je donne un service, je dois être payé, tu vois, ou un truc comme ça. Ça peut arriver, peut-être en France surtout. Mais le fait de fournir un service gratuit, c'est top parce que du coup, on se concentre plus sur le service et comment les gens vont le prendre et pour l'améliorer. Donc, essayez tout le temps de donner. Moi, j'ai vraiment eu ce déclic quand plus je donnais, et plus je recevais. La réciprocité, quoi. Et c'est génial parce qu'il faut vraiment avoir ce principe sympa, quoi. Je suis pas là pour facturer des trucs. Au contraire, je suis là pour rencontrer des gens et partager des trucs. Voilà. Trop cool. Très bon état d'esprit. Je vous partage dans le chat les deux trois liens que je vous avais dit que je vous partageais en intro et que j'ai oublié de faire, mais ils sont là. Donc vous avez nos prochains events sur Meetup. Il y en a pas de publiés en ce moment, mais vous pouvez déjà rejoindre la communauté qui est toute nouvelle. Donc pour l'instant, on n'est pas beaucoup, mais ça va se construire petit à petit et comme ça vous pourrez être mis au courant de nos prochains événements. Pareil, le replay de cet événement, je le mettrai d'ici demain sur YouTube. Donc si vous voulez aller revoir des notions que Alexandre nous a partagé, vous pourrez. Et enfin, le site internet John Maestro où vous avez toutes les infos sur notre école. Et écoutez, merci beaucoup.